Bonsoir à tous, ravi de vous accompagner pour cette nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. C'est déjà le début des épreuves de fin d'année pour les scolaires de la Principauté avec le concours de langue monégasque. Plus de 1900 élèves y participent. Avec le retour des beaux jours, ils font eux aussi leur apparition. Je veux parler des moustiques. À Monaco, des pièges ont été installés pour les étudier et limiter leur prolifération. Quels effets concrets a eu la loi de modernisation du droit des sociétés ? Un an après son entrée en vigueur, nous dresserons le bilan avec un avocat d'affaires, Stéphane Pastor. Dans ce journal, nous reviendrons également sur le dernier concert donné par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo avec à la baguette l'Allemand Thomas Engelbrock. Un chiffre pour débuter ce journal, 1902, c'est le nombre de scolaires inscrits au concours de langue monégasque cette année. Les épreuves écrites ont lieu jusqu'à demain et laisseront place ensuite aux oraux fin mai. Le reportage de Chrisinda Petit-Homel et Arnaud Humbert. Le concours de monégasque a été lancé pour les lycéens, collégiens et élèves de CM2 de la Principauté. Et ce sont les lycéens qui ont ouvert le bal hier après-midi à l'Institut Saint-François d'Assise Nicolas Barré avec l'épreuve écrite, des thématiques différentes selon le niveau. Ça portait sur est-ce que la langue monégasque doit être encore en vie, si c'est important de la maintenir en vie. Et alors, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Moi, je pense que oui, c'est la langue de nos ancêtres et c'est bien de la maintenir puisque ça fait partie de la culture de Monaco. L'expression écrite sur la préservation de l'eau, c'est vrai que c'est un sujet qui est très important, dont on ne parle pas nécessairement à Monaco. On parle plutôt de la mer, etc. et très peu des sources qui sont là. Donc c'était un très bon sujet. Les épreuves écrites se poursuivront cette semaine et après correction, ce sont les 10 meilleurs élèves de chaque niveau des épreuves écrites qui seront sélectionnés pour passer les oraux. À l'oral, les élèves vont avoir un sujet en général, un petit texte à lire en préparation. Lorsqu'ils vont rentrer dans la salle, ils auront déjà lu ce texte. On va leur demander de le lire à haute voix. On va leur poser des questions de compréhension sur ce texte. Et après, il peut y avoir toute une série de petits exercices en fonction de ce qui a été vu pendant l'année, des thématiques vues pendant l'année. Donc ça dépend un petit peu des niveaux de classe. Au total, 1902 élèves participent cette année à ce concours, un concours qui permet de mettre sous le feu des projecteurs le monégasque, une langue qu'il est primordial de continuer à faire vivre afin qu'elle ne disparaisse pas. Vous l'avez peut-être déjà constaté à vos frais, les moustiques sont de retour. Il existe de nombreuses méthodes pour lutter contre leur invasion. À Monaco, des pièges ont été installés pour éviter leur prolifération, mais aussi pour les étudier. Comment fonctionne-t-il ? Les détails de Vanessa Dessy dans ce reportage réalisé avec Thomas Deus. À l'approche des grosses chaleurs, les moustiques font leur apparition. En Principauté, la riposte est déjà en place. Le gouvernement princier a déployé des pièges pour capturer et analyser les insectes. Un dispositif discret mais stratégique. L'objectif, c'est de positionner le piège dans un endroit à l'ombre, ce qu'on appelle des gîtes de repos. Donc là, on va poser le piège au niveau d'un gîte de repos à l'ombre, non loin d'un point d'eau. Ce programme gouvernemental est le fruit d'une collaboration entre la Direction de l'action sanitaire et le Centre scientifique de Monaco, qui toutes les semaines va analyser nos moustiques afin de savoir s'ils sont porteurs de virus ou pas grâce à une méthode de PCR digital extrêmement sensible. Ça veut dire que à la moindre présence de virus, nous serons en capacité d'identifier et de confirmer la présence d'un virus. Il faut savoir qu'en plus de ces pièges, nous disposons de pièges beaucoup plus quantitatifs avec des bouteilles à CO2 qui vont permettre, eux, d'attraper un plus grand nombre de moustiques. Donc vous voyez que l'intervention consiste à la fois à en capturer le plus possible pour diminuer la nuisance, mais également à nous assurer qu'ils ne soient pas porteurs de virus. Même si la propagation de maladies par le moustique sur le territoire est très rare, il n'en demeure pas moins très nuisible. Les moustiques sont attirés par le CO2 et évidemment l'être humain exècre du CO2 de manière continue et c'est pour ça que nous sommes une cible privilégiée de ces moustiques parce que nous excrétons du CO2. Le moustique en soi est une nuisance, mais plus que la nuisance, ce qui nous importe, c'est de nous assurer que ces moustiques ne transportent pas des virus qui pourraient à leur tour contaminer les résidents de la Principauté. Allez, là on pose le piège. Ces pièges permettront de collecter les insectes en circulation afin de les analyser en laboratoire et d'identifier rapidement la présence d'éventuels virus et de renforcer la surveillance sanitaire.
Après avoir rencontré les collégiens de la Principauté hier, Bill Nelson était au ministère d'État ce matin. L'astronaute et ancien administrateur de la NASA a été reçu par la ministre des Relations extérieures et de la coopération, Isabelle Béraud-Amadei. Cette rencontre a donné lieu à un moment d'échange privilégié autour de l'espace, mais aussi de la Principauté. Bill Nelson sera notre invité du JT demain. Le 8 avril 2025, Monaco a franchi une nouvelle étape dans la modernisation du droit des sociétés avec l'adoption d'une loi. Un an après son entrée en vigueur, cette réforme permet de dresser un premier bilan de ses effets concrets pour les entrepreneurs, les investisseurs et les dirigeants de la Principauté. Stéphane Pastor, avocat d'affaires au cabinet CMS Monaco, nous éclaire à ce sujet. Il est l'invité de Théo Schumer. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Monaco Info pour faire le point un an après l'entrée en vigueur de cette loi de modernisation du droit des sociétés à Monaco. Avant de parler de ce qui a changé, pour recontextualiser, pouvez-vous nous rappeler quelles étaient les grandes mesures que prévoyait cette loi ? Alors il y en avait beaucoup. Les principales étaient tout d'abord, et c'est d'ailleurs parmi celles qui ont le plus de succès, l'avènement de la SURL, la Société Unipersonnelle à Responsabilité Limitée, qui a d'ailleurs eu beaucoup de succès. On en a créé pas mal cette année d'ailleurs. Beaucoup de modifications aussi, on pourra y revenir si vous le souhaitez, dans le régime des sociétés anonymes monégasques, avec beaucoup plus de flexibilité, la création des actions de préférence. J'en avais parlé à l'époque sur votre antenne. Aussi la création d'une procédure de conciliation, qui était supposé éviter un maximum des cessations des paiements, faciliter la recherche et des accords entre les créanciers et les débiteurs en amont, je dirais, d'une faillite. Alors cette procédure, aujourd'hui, on en a vu un petit peu moins. On a le sentiment qu'elle n'a pas été encore adoptée par les acteurs à Monaco, puisque nous, pour vous donner un exemple, on n'a traité qu'un seul dossier de ce type, et quand on en parle un petit peu sur la place, on a le sentiment effectivement qu'elle a besoin d'être encore un petit peu plus diffusée pour être mieux utilisée et mieux reconnue. Et écoutez, il y en avait encore beaucoup d'autres, mais ce sont celles aujourd'hui que je retiendrai. Alors vous l'avez dit, l'une des mesures phares visait à faciliter la création d'activités à Monaco avec l'introduction de la Société Unipersonnelle, la SURL. Expliquez-nous le principe. Alors, une société unipersonnelle à responsabilité limitée, c'est l'équivalent monégasque d'une EURL française, je dirais. Vous le savez, dans l'état antérieur des choses, on avait à Monaco des activités en nom personnel. L'avantage de la SURL, c'est qu'effectivement, c'est une société, c'est-à-dire qu'elle a une personnalité morale qui protège le patrimoine de l'associé unique. Donc, c'est un avantage considérable. Et comme je vous le disais, effectivement, les investisseurs et les entrepreneurs monégasques ne s'y sont pas trompés, puisque se sont massivement tournés vers cette typologie de société, qui désormais, je dirais, a pris le pas sur les activités en nom personnel de manière assez significative, en tout cas de notre expérience. Alors, un an après, quels effets concrets de la réforme avez-vous relevés pour les entrepreneurs, investisseurs et dirigeants de la Principauté ? Avez-vous le sentiment que cette loi a vraiment changé les choses ? Alors oui, effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Alors tout d'abord, nous, dans notre pratique en qualité de conseil, mais on le voit aussi avec nos clients, typiquement lorsqu'on est sur des opérations de cession d'entreprise, toutes les modifications du régime de la SAM, et notamment le fait de pouvoir créer une SAM aujourd'hui sans passer par un notaire, le fait de pouvoir modifier les statuts sans autorisation, sauf évidemment modification d'objet social, le fait de pouvoir créer des actions de préférence qui permettent de sortir, je dirais, du cadre une voix, un vote, et de moduler les distributions de dividendes est quelque chose qui a été très apprécié et qui a permis, je dirais, de rendre la création à la fois d'activités, la cession d'activités et l'organisation de la gouvernance plus simple pour les acteurs monégasques et ceux qui souhaitent, je dirais, investir à Monaco. Y a-t-il maintenant des points sur lesquels le droit monégasque devrait se pencher pour que tout soit vraiment parfait ? Je crois que la loi devrait évoluer notamment autour du régime de la SARL, la SARL, n'est-ce pas ? Alors oui, il y a pas mal d'évolutions effectivement qui pourraient encore intervenir. Je dirais que je trouve plutôt intéressant que l'on procède par étapes, parce qu'effectivement ça permet aussi de voir un petit peu comment ce que l'on a déjà voté et je dirais en pratique comment cela fonctionne. Typiquement, je vous parlais il y a quelques instants de la procédure de conciliation. On voit qu'aujourd'hui, elle n'a pas encore été adoptée. Il va peut-être falloir un petit peu plus de temps. En réalité, nous, en tant que conseil et nos clients, ce qu'ils attendent, c'est de la sécurité, de la flexibilité et de l'efficacité.
Donc les questions qu'on nous pose le plus régulièrement, c'est dans le cadre des créations d'activités à Monaco. Aujourd'hui, on a un délai de 45 jours qui est toujours malgré tout d'autorisation, j'entends bien, perçu comme étant toujours un petit peu long, même s'il a été réduit de moitié par la réforme. On a aussi parfois des règles non écrites dans le cadre de la création des sociétés à Monaco, notamment par exemple vous preniez l'exemple de la SRL. Aujourd'hui, un gérant de la SRL doit être domicilié à proximité de Monaco, mais c'est une règle qui est appliquée par l'administration sans qu'elle soit réellement écrite. Et je pense qu'on gagnerait forcément à essayer de rendre les choses beaucoup plus accessibles pour ceux qui souhaitent créer une activité à Monaco, rendre aussi la création de sociétés encore peut-être plus rapide. Alors effectivement, derrière, il y a des contraintes, parce qu'il faut que l'administration soit en mesure de suivre, mais effectivement, ce sont des points qui mériteraient d'être discutés. Et peut-être, c'est une idée pour certaines typologies d'activités, pouvoir se passer de ce régime d'autorisation, encore une fois, pour des activités peut-être qui seraient peut-être moins à risque ou qui ne poseraient pas de difficultés au regard, je dirais, des critères que l'administration pourrait déterminer pour rendre encore, je dirais, la création d'activités, la cession d'activités encore plus fluide, efficace, sans évidemment nuire à tous les principes, je dirais, qui prévalent à Monaco, c'est-à-dire effectivement créer des activités qui soient cohérentes avec une économie qui est régulée. Eh bien écoutez, merci beaucoup Stéphane Pastor, avocat d'affaires au sein du cabinet CMS Monaco, d'avoir répondu à nos questions ce soir sur Monaco Info pour faire un petit point justement sur cette législation qui a permis d'évoluer, de faire évoluer les affaires à Monaco. Merci beaucoup. Merci à vous. La science s'invite à Monaco. La Commission nationale monégasque pour l'UNESCO et la médiathèque Caroline lancent Parlons Science, un nouveau cycle de conférences ouvert à tous en partenariat avec Science pour tous 06. L'objectif est de rendre la science accessible et d'éclairer sur les grands enjeux actuels. Une équipe de Monaco Info a assisté à la conférence qui avait pour thème la Côte d'Azur face au défi du tourisme durable. C'est un reportage de Vanessa Dessy sur des images de Thomas Deus. Entre carte postale et pression croissante, l'attractivité de la Côte d'Azur reste intacte, portée par une image mondiale et une offre haut de gamme. Mais la fréquentation intense pèse sur l'eau, les sols et les écosystèmes. Le modèle montre ses limites. La Côte d'Azur, c'est certainement, dans l'histoire du tourisme moderne, la région la plus ancienne et en même temps la plus moderne. C'est assez exceptionnel parce qu'elle a connu, dans le voir aujourd'hui, une évolution extraordinaire puisqu'on est parti de zéro. Les premières photos, par exemple sur le Cap Martin, sur la presqu'île de Saint-Jean, il n'y avait personne, même pas une maison construite. Le concept de durabilité est assez récent. Je dirais que, comme pour tout, on se rend compte qu'il y a un problème quand ça va mal. La science est devenue essentielle au tourisme durable. Elle mesure les impacts, guide les choix et protège les ressources. Un outil clé pour préserver les territoires sans freiner leur attractivité. Jusqu'à présent, le tourisme, ce n'était pas une science. Mais aujourd'hui, on ne peut plus faire du tourisme sans science. C'est ça que je veux démontrer. Aujourd'hui, ça ne peut plus marcher comme ça. Parce que quand on fait un port de plaisance, il faut penser à l'eau. Quand on veut mettre des gens dans des hôtels ou dans des appartements, il faut penser à l'eau. Quand on veut savoir sur une plage si cette plage elle va résister à une pression de masse trop importante, il faut faire des calculs géologiques, il faut regarder les sols, il faut regarder le végétal. Donc moi, je vais vous dire, je suis un géographe scientifique qui est arrivé par hasard dans le tourisme, d'abord comme touriste, bien sûr, mais ensuite comme scientifique. Prochain rendez-vous à la médiathèque le mardi 9 juin. Cette conférence proposera de décrypter les mécanismes du vieillissement cérébral, qu'il soit normal ou pathologique. C'est l'une des fêtes majeures en Pologne. Hier soir, de nombreuses personnalités monégasques étaient réunies à l'Agora du diocèse pour célébrer le 235e anniversaire de l'adoption de la Constitution du 3 mai, la deuxième au monde après celle des États-Unis. L'occasion pour le consulat de Pologne à Monaco de présenter une exposition durant tout le mois de mai. Elle rassemble des œuvres d'artistes polonais et monégasques réalisées sur le thème de la paix.
En tennis, fin de l'aventure à Rome pour Hugo Nys, engagé en double en Italie avec Édouard Roger Vasselin. Le joueur de la Fédération monégasque de tennis s'est incliné en 2-7, 7-5, 6-3 face à la paire Arevalo-Pavic en 1h20 de jeu. Retour à présent sur le challenge Régnier 3 au Stade Louis II. Cette compétition de football corporatif rassemble des équipes d'entreprises ou d'institutions monégasques comme la mairie de Monaco, les Carabiniers du Prince ou le CHPG. Cette année, la finale du challenge opposait la Monte-Carlo SBM au Barbadjouan de Monaco. Mais qui a remporté cette 48e édition? La réponse avec Yannick de Beuvert et Arnaud Humbert. Sous les yeux du prince souverain, Monte-Carlo SBM et Barbadjouan s'affrontaient en finale du 48e Challenge Régnier 3. C'est une édition qui marquait le 50e anniversaire de la création de cette compétition inter-entreprise. Et à cette occasion, joueurs, staff et public ont observé 1 minute d'applaudissements en hommage à Joseph De Laurentiis, le créateur de ce championnat. Sur le terrain, le match était disputé. Monte-Carlo SBM s'avançait en favori sur cette finale et l'équipe a eu du mal à faire la différence. C'est même les Barbadjouans qui se sont offerts les plus grosses occasions sur cette finale. Un grand gardien d'abord, puis la barre transversale a refroidi les ardeurs de l'équipe emmenée par Louis Ducruet. Des actions manquées qui pourraient mener à des regrets, puisque quelques minutes plus tard, Monte-Carlo SBM profite d'une intervention manquée du défenseur Barbadjouan pour marquer le premier et unique but du match. Solides et globalement plus en maîtrise sur le terrain que leurs adversaires, les joueurs de la Monte-Carlo SBM s'adjugent un nouveau titre dans ce challenge Régnier 3. C'est un beau symbole parce que la SBM a gagné il y a 50 ans le premier challenge et elle gagne le 50e pour le 50e anniversaire, donc c'est assez fantastique. Donc c'est vrai que le football à Monaco c'est important, ils sont soutenus, ils le savent, ils sont suivis et voilà, on leur donne aussi une belle récompense quand ils gagnent, ils vont passer une belle journée au terme avec leur épouse et leur compagne. Voilà, donc très heureux en tout cas pour que la première entreprise du pays en nombre de salariés soit la première aussi au challenge. Ouais, c'était notre première année en foot à 11, donc forcément c'était une nouvelle expérience pour nous et donc on a bien réussi puisqu'on est arrivé jusqu'en finale. On a fait des belles oppositions contre des belles équipes. On voit que les 4 meilleures équipes du championnat ils se tiennent à rien, donc voilà, on va voir l'année prochaine, on va essayer de s'améliorer. Un joueur s'est particulièrement illustré cette saison, il s'agit d'Anthony Casarian, attaquant de Monte-Carlo SBM, élu meilleur joueur de la finale, meilleur joueur du tournoi et meilleur buteur. Le tout dans un stade où de nombreux footballeurs rêvent de jouer. C'est un stade mythique, moi qui ai vécu ici depuis que j'ai l'âge de 2 ans, j'ai joué à Monaco et c'est toujours un plaisir de venir dans le stade, d'y jouer. Ça fait la 2e fois là en 2 ans et c'est incroyable quand même. On se dit que hier il y a les pros qui ont joué ici. Voilà, c'est un vrai terrain de pro et on prend du plaisir à jouer. Le 48e Challenge Régnier 3 était de nouveau une belle fête du football amateur, célébrée en grande pompe à Monaco depuis 50 ans maintenant. Partons à la découverte à présent d'une exposition dont le thème colle parfaitement à l'actualité monégasque. Alors que la Principauté accueille le e-prix ce week-end, le restaurant Le Quai des Artistes a inauguré il y a quelques jours sa toute nouvelle exposition intitulée Motors. Alexandra Pagny et Hugo Comaza vous dévoilent les œuvres inspirées des sports mécaniques et présentées jusqu'à la fin du mois de juin. Motors, peintres, graffeurs et sculpteurs se sont prêtés au jeu des sports mécaniques pour cette nouvelle exposition présentée au Quai des Artistes. Une exposition collective donc qui réunit 13 artistes au style et univers éclectiques. On a quelques artistes qui avaient des œuvres qui étaient déjà réalisées autour de cette thématique, comme Rice qu'on avait pu voir ici en solo show. Mais il a joué le jeu, il a réalisé aussi 2 nouvelles œuvres inédites pour l'exposition, qui est un collage d'affiches et une œuvre en sculpturale métallique avec des petites voitures qu'on peut placer à sa guise en fonction de la course qu'on veut faire. On a Francis Puvif aussi qui avait traité de ce sujet avec ses œuvres
tridimensionnelles, qui sont des voitures qui viennent crever l'affiche, percer l'écran un petit peu. Sinon, toutes les autres productions ont été réalisées en fait exclusivement pour être montrées au Quai des Artistes. Notamment Gérard Hatton-Gauthier, qui a un travail très poétique, toujours en noir et blanc, a réalisé donc 2 pièces complètement inédites avec du plexi fondu autour de 2 éléments de véhicules de course, qui est un frein à disque et un piston réel de Formule 1. Quand on réalise des expos collectives avec un cahier des charges bien particulier, c'est assez challengeant pour les artistes de se dire je le fais pas, ou comment est-ce que je vais créer, et c'est un petit peu sortir de sa zone de confort pour essayer de proposer quelque chose d'inédit. Alors que les moteurs vrombissent de l'autre côté des rails, l'exposition propose un autre regard sur les sports mécaniques, une discipline qui a vu naître tant de légendes. Ça correspond bien à ma passion, et puis en fait on est sur le circuit ici. Le Quai des Artistes et le circuit de Monaco, ça ne fait qu'un. Le Quai des Artistes au départ, c'est des ateliers qui ont été créés par le prince Régnier, et en bas c'était un peu leur cantine en fait, qui est devenu un restaurant en 99 si je ne me trompe pas. Et donc je trouvais que c'était bien de renouveler un peu le rapport entre la brasserie, cette fameuse cantine, et les œuvres. Donc tous les 2 mois on fait une nouvelle exposition avec des artistes très très différents, à chaque fois avec une nouvelle découverte. Et puis ça crée une animation dans cette brasserie qui est faite pour ça, j'allais dire. L'exposition Motors est à découvrir jusqu'au 30 juin au restaurant Le Quai des Artistes. Il est à la fois violoniste, chef d'orchestre, chercheur et médiateur musical. Thomas Engelbrock était en principauté ce week-end pour un concert avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Il aura transporté le public dans l'univers du romantisme allemand. José Sacré vous en dit plus. La symphonie numéro 1, Le Printemps, de Robert Schumann, le Capriccio brillant de Mendelssohn, le Concertstück en fa mineur de Weber, avec en soliste le pianiste Martin Helmchen, et, sous la direction du grand chef aux talents multiples Thomas Engelbrock, dans le cadre de la commémoration des 200 ans de la disparition de Carl Maria von Weber, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a interprété, dimanche 10 mai, l'ouverture de l'opéra Der Freischütz de Weber. Weber, un compositeur peut-être un peu moins joué aujourd'hui, a cependant marqué l'histoire de la musique. Il a été une grande influence de Richard Wagner, par exemple. Il a appris toute la musique européenne. Il était un compositeur vraiment avec des oreilles, des cœurs et un cœur ouvert. Et on peut entendre en musique allemande, mais aussi européenne. Le public a longuement applaudi l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et son chef d'un soir, Thomas Engelbrock. J'adore cet orchestre, je suis très proche à ces musiciens et c'est toujours un grand plaisir d'être ici. Dans un tout autre style musical, plus pop ou variété française, Océane de Wells sort son premier single. Cette jeune femme de 19 ans a grandi et a étudié en principauté. Elle a quitté Monaco pour Lyon afin de se consacrer pleinement à la musique. Sans label, en totale indépendance, elle sort aujourd'hui Mes propres règles, une chanson qui parle d'amour et d'émancipation. Marie Bonnet-Blanc et Loïc Marage sont allés à sa rencontre. Alors cette chanson, c'est une chanson qui parle d'amour. Et plus généralement, on a essayé d'écrire quelque chose qui pouvait toucher un maximum de personnes. Donc ça parle d'amour un peu compliqué, de relations qui peut-être pourraient entraver un peu. On sait que l'amour ça prend beaucoup et des fois malgré toutes les émotions débordantes on peut se sentir un peu submergé. C'est pas forcément péjoratif du tout et je pense que c'est une chanson qui amène un peu aussi de l'espoir. J'ai longtemps suivi tes pas et je suis restée là. C'est plutôt une chanson qui est de la variété française, un peu de la pop aussi. L'idée c'était de faire quelque chose d'assez joyeux, d'assez actuel, aussi pour que ça parle à un maximum de personnes et de faire quelque chose qui me ressemble aussi, avec pas mal d'énergie. On a essayé de partir dans cette direction pour faire quelque chose de plus personnel possible. J'aime nos moments
générosité. Mais je dois lâcher et pas casser ce lien si fragile. Alors la chanson elle s'appelle Mes propres règles par Océane et elle est disponible sur toutes les plateformes. Il y a le clip aussi qui est sur YouTube. Donc voilà, allez écouter. Et nous lui souhaitons une longue carrière. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, les prévisions météo d'Alban Gingembre. Les photographes de la direction de la communication ont souhaité mettre en valeur ce soir pour votre fin de JT les infirmières et les infirmiers à l'occasion de la journée internationale qui leur est dédiée aujourd'hui. Passez une excellente soirée et à demain, 19h, pour un nouveau JT sur Monaco Info. Bonsoir à tous. Demain, l'état du ciel sera changeant à Monaco. Des éclaircies parviendront à transpercer les passages nuageux parfois denses, mais ne vous attendez pas à un grand ciel bleu. Pas de pluie, mais un léger vent qui persiste ces derniers jours avec des rafales pouvant atteindre les 25 km/h. Le thermomètre, quant à lui, oscillera entre 15 et 19 degrés. Le mercredi 13 mai, nous fêterons les Rolandes. Et comme chaque mardi avec la Société monégasque des eaux, petit état des lieux des sources de la Principauté. Cette semaine, les sources de Monaco couvrent 25 à 50% de notre consommation, un indicateur qui nous encourage à maintenir les bons gestes pour économiser l'eau.